Donc, le rôle du notaire, vous le voyez, c'est de vous accompagner à chaque étape importante de votre vie. Pour les plus jeunes, vous êtes dans une phase d'endettement. Au fur et à mesure où vous allez rembourser vos emprunts, s'il y en a, vous allez passer dans une phase d'accumulation. Et en fin de vie, en général, on parle de la phase de transmission. Alors, ce qu'on oublie souvent de parler, c'est de la phase de jouissance. Et cette phase, je vous la souhaite la plus longue possible, parce que, à mon sens, quel que soit le patrimoine, et aujourd'hui on parle beaucoup de crypto, à mon sens, le patrimoine n'a de valeur que par la jouissance qu'il peut vous apporter et par la liberté qu'il peut vous procurer. Mais ça sera à vous de le définir. Je me suis dit pendant une demi-heure, je vais essayer de garder l'attention de tout le monde. Je vais vous parler essentiellement de 3 choses. Aujourd'hui, Dimitri et les autres intervenants vous ont parlé de pas mal de choses, de crypto-monnaies, de métaverse, de blockchain. Et moi, je vous expliquais un petit peu comment le notaire va s'imbriquer dans tout cela pour venir sécuriser vos transactions. Alors, on plonge dans ce nouveau monde numérique ensemble. Et moi, ce que je vous propose, c'est que je vous ai parlé de toutes les étapes dans votre vie patrimoniale et qu'on regarde un petit peu comment ça se passe. Alors, tout d'abord, on va parler de quelque chose d'historique. Car je ne sais pas si vous le savez, si vous en avez conscience, mais aujourd'hui, vous avez devant vous la personne qui a œuvré pour que la première vente d'un bien immobilier en Europe soit possible avec un paiement en crypto-monnaie. Alors pour ceux qui ont un petit peu suivi l'actualité, en effet à Miami en début d'année, il y avait eu une première transaction donc du côté américain. Sur le continent européen, il y avait eu un début de transaction, mais c'était un échange en plus entre 2 membres de la même famille où il y avait un paiement partiel en crypto. Là réellement, c'est la première vente d'un bien immobilier avec un paiement intégral full crypto entre un vendeur et un acquéreur, qui ne sont pas du tout des membres de la même famille. Tout simplement, il y a eu rencontre des volontés entre 2 mondes. Et ça, c'est la première fois que ça se passe. Donc, pour tous ceux qui disent que la crypto, c'est virtuel, pour ceux qui disent que ça n'existe pas, que c'est voué à disparaître, juste un constat. Aujourd'hui, on peut féliciter Dimitri, qui a œuvré pour que cela soit possible, pour cette rencontre des 2 mondes. Donc, je vous le confirme, ça s'est signé devant moi, d'accord? Les attributs d'un acte qu'on signe devant un notaire, c'est un acte authentique qui a date certaine, force exécutoire, et donc je vous confirme que cet acte remplit tous les attributs d'un acte authentique. Alors, on verra ensuite la fiscalité des crypto-monnaies. Dimitri a fait une belle intro, donc on va essayer de lui faire honneur. Et enfin, on va parler un petit peu de ce nouveau monde, du métaverse, d'accord, et des points de vigilance qu'il faudra avoir. Il faudra s'entourer, comme dans la vie réelle, en fait, de professionnels pour sécuriser, en fait, l'ensemble de vos transactions. Alors, commençons par le premier point. Si vous n'avez pas pris conscience de l'ampleur de cet événement, on va un petit peu expliquer pourquoi c'est si révolutionnaire que ça. En fait, en France, on nous impose de stipuler un prix en euros, d'accord? C'est-à-dire que si je vends ou si j'achète un bien immobilier, le prix stipulé dans l'acte doit être indiqué en euros, sous peine de nullité du contrat. Ce qu'on a dû créer, en fait, c'est dissocier ce qu'on appelle la monnaie de compte et la monnaie de paiement. La monnaie de compte, en fait, comme je l'ai écrit, elle est déterminée par la loi du contrat. C'est un contrat qui s'est signé en France. Donc, la loi française impose que le prix stipulé dans l'acte soit stipulé en euros. Par contre, nous, conventionnellement, ce qu'on a fait, c'est que on a créé ce qu'on appelle une monnaie de paiement. Certes, j'ai un prix qui est stipulé en euros dans mon acte, mais je décide conventionnellement entre vendeur et acquéreur que la monnaie de paiement ne sera pas de l'euro, ne sera pas une devise étrangère. En l'occurrence, ça sera de la crypto. Alors là, pour le coup, conventionnellement, vendeur et acquéreur se sont mis d'accord pour que la crypto choisie soit du stablecoin USDT. Ils auraient pu choisir quelconque crypto de leur choix. Donc déjà, ce qu'on a dû créer, c'est dissocier monnaie de compte et monnaie de paiement. Donc pour vous compreniez bien, la monnaie de compte, c'est la valeur indiquée en euros dans l'acte du bien immobilier vendu. Et la monnaie de paiement, c'est avec cette monnaie que l'acquéreur, en fait, va payer le bien du vendeur pour en devenir propriétaire, comme s'il avait fait tout simplement un règlement en euros. Sur quoi on s'est basé? On a regardé un petit peu la jurisprudence, d'accord, notamment la jurisprudence de la Cour de cassation, qui est notre autorité suprême en France, le degré supérieur, et qui en fait avait admis il y a quelques années que un paiement pouvait tout à fait être fait dans une devise étrangère. C'est-à-dire que dans l'acte, on avait un prix stipulé en euros, mais un moyen de paiement avec une devise étrangère. Alors, la Cour de cassation nous dit que cette devise étrangère, en fait, c'est considéré comme une clause d'indexation. Le prix qui est stipulé dans l'acte, il n'est pas censé être indexé. Il est censé être ferme et définitif. En l'occurrence, une clause d'indexation est permise si l'indexation en question a un rapport soit avec l'objet du contrat, soit avec la profession de l'une des parties, ce qui n'était pas le cas ici. Autre point de vigilance, on est obligé de stipuler un prix en euros dans l'acte parce que vous savez que lorsqu'on vend un bien immobilier, il faut vérifier certaines choses. Et notamment au titre des conditions, il faut purger ce qu'on appelle le droit de préemption de la mairie. C'est-à-dire que la mairie peut se porter acquéreur en priorité. Alors, vous imaginez bien que si vous définissez dans votre acte un prix stipulé en crypto, et si la mairie préempte, elle va pas vous payer en crypto, c'est certain. Elle va vous payer en euros, d'accord? Donc, autre raison pour laquelle nous avons dû déterminer
un prix en euros dans l'acte. Enfin, pour ceux qui ont déjà acheté un bien immobilier, vous savez que une mutation immobilière implique une fiscalité aussi bien pour le vendeur que pour l'acquéreur. Le Code civil prévoit que, sauf dérogation conventionnelle entre les parties, lorsque j'achète un bien, c'est moi, acquéreur, qui vais payer les frais d'acquisition. Dans ces frais d'acquisition, la plus grosse partie, ce sont des impôts, des droits de mutation que vous versez chez le notaire et que le notaire reverse à l'État. C'est pour ça que souvent, par raccourci, on appelle ça les frais de notaire, alors qu'en réalité, 80% de la somme que vous versez chez le notaire, ce sont donc des impôts. Eh bien, si j'achète un bien immobilier et que je décide de payer mon prix en crypto dès lors que mon vendeur est d'accord, pensez-vous que l'administration fiscale va, elle, accepter qu'on lui règle ses droits de mutation, donc ses impôts, en crypto? Pas encore, exactement. Eh bien, du coup, on a dû forcément provisionner les frais d'acquisition, aussi bien les émoluments du notaire que les droits de mutation, en euros. Aujourd'hui, c'est le seul moyen de paiement, la seule monnaie acceptée par l'administration fiscale pour payer vos impôts. On a vu que dans certains États, justement aux États-Unis, ils acceptent déjà le paiement des impôts en crypto. Autre point, et là c'est pour la fiscalité du vendeur. Vous savez qu'un vendeur, lorsqu'il vend un bien immobilier qui n'est pas sa résidence principale, si vous vendez un bien plus cher que ce que vous avez acquis, eh bien vous êtes imposé à cette plus-value. Le taux d'imposition en France, c'est 36,2%. Donc si moi, vendeur, je vends un bien immobilier à un acquéreur qui me paye en crypto, comment est-ce que je fais pour payer ma plus-value immobilière? Normalement, c'est le notaire qui retient sur le prix de vente. Avant de me délivrer à moi, vendeur, mon prix de vente, le notaire retient le montant de la plus-value. Ce qui suppose, bien entendu, si la vente en question génère de l'imposition à la plus-value immobilière, ça suppose que le vendeur verse dans la comptabilité du notaire, avant la vente, le montant nécessaire au paiement de son impôt à la plus-value immobilière. Tout ça, en fait, on l'a créé de toutes pièces. Donc c'est un acte qui n'existait pas, d'accord, qu'on a dû créer, plusieurs clauses donc sur mesure, et on a dû se mettre d'accord sur pas mal de choses. On a dû se mettre d'accord sur à quel moment est-ce qu'on va régler, quelle est la crypto utilisée, quelle est la plateforme utilisée, à quel moment donc on fait ce transfert, qu'est-ce qu'on annexe à notre acte définitif de vente, parce que dans l'acte définitif de vente, une fois que vous le signez, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Le vendeur quittance le prix, c'est-à-dire que le vendeur dit « oui, c'est bon, j'ai bien reçu le prix ». Normalement, ce prix transite par la comptabilité du notaire. Là, vous vous doutez bien que ce paiement n'a pas transité par ma comptabilité. En l'occurrence, le paiement a été fait directement de l'acquéreur vers le vendeur sur une plateforme qu'ils ont choisi. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Deux questions. Première question, la motivation. Qu'est-ce qui a poussé l'acquéreur et l'acheteur? Est-ce qu'il y avait un avantage, outre le côté de on fait la première vente en Europe, est-ce qu'il y avait un avantage financier à payer en crypto? Alors, comme on le disait, en fait, c'est pour la première fois la rencontre de deux mondes. C'est-à-dire que en termes de gestion de patrimoine, la base pour optimiser, c'est la diversification. Et en fait, nous avions un vendeur qui était assez chargé en IMO et un acquéreur qui était très chargé en crypto. L'un et l'autre avaient des envies inverses. D'accord? On avait un vendeur qui voulait aller sur de la crypto, et on avait un acquéreur qui lui voulait aller sur de l'IMO, justement pour diversifier. Alors, là, je vous le résume de la manière la plus simple possible, mais je vous assure que ça n'a pas été simple, avec énormément de rebondissements, même le jour de la signature, avec des problématiques de transfert, etc. Parce que, bien entendu, moi, en tant que notaire, il fallait que j'atteste du paiement du prix, d'accord, de manière irréfutable. Et donc, il fallait qu'on assure la traçabilité de ce transfert. Donc, transfert qui a forcément été exécuté sur la blockchain. Et on s'est rendu compte avec Dimitri que, en fait, de wallet à wallet sur Binance, on n'arrivait pas, en fait, à assurer la traçabilité et créer un lien blockchain sécurisé. Donc, ils ont dû utiliser une autre plateforme. Et c'est tout le principe de la blockchain. C'est qu'aujourd'hui, sans acteurs externes, on peut assurer donc la traçabilité d'une transaction, d'accord, sans que celle-ci soit falsifiable. Et donc, moi, j'ai récupéré le link, j'ai récupéré le lien, d'accord. Donc, j'ai pu moi-même constater le transfert de wallet à wallet, et j'ai annexé en fait une copie de ce transfert, et j'ai carrément indiqué dans l'acte, au paragraphe paiement du prix, j'ai indiqué dans l'acte l'adresse URL en fait. Vendeur et acquéreur en fait ont scellé définitivement leur engagement dès la promesse de vente, et dans l'acte authentique de vente en fait on constate la bonne réalisation des conditions suspensives avec le transfert de propriété du bien immobilier du vendeur au profit de l'acquéreur, et on constate également le paiement de l'acquéreur vis-à-vis du vendeur. Donc le vendeur, lorsqu'il a signé l'acte, il a confirmé qu'il avait bien reçu les fonds. Et en réalité, alors même si vous ne le savez pas, d'usage, un paiement en euros transite par la comptabilité du notaire, mais il n'y a aucun texte qui l'impose. Votre paiement pourrait tout à fait être ce qu'on appelle hors la comptabilité. C'est-à-dire que je pourrais avoir un paiement
partielle ou totale directement de l'acquéreur au vendeur. Ça pose par contre des difficultés. Et c'était la dernière ligne de la slide, c'était que, bien entendu, ça n'exonère pas le notaire de faire toutes les vérifications qu'il fait dans tous les dossiers de vente. C'est-à-dire que les vérifications par rapport à Tracfin, la lutte anti-blanchiment, vérifier qu'il n'y ait pas de fonds qui proviennent de blanchiment de capitaux ou de financement de terrorisme. Ça, bien entendu, les recherches sont effectuées de la même façon. Compte tenu de la volatilité, en fait, il faut conventionnellement définir, et ça, le notaire, en fait, juste, il acte la volonté des parties. En l'occurrence, les parties ont décidé que la contre-valeur serait déterminée au moment de la vente. Et entre la promesse et la vente, forcément, il y avait eu beaucoup de volatilité. D'accord? Alors, c'est à définir d'expérience, du coup, est-ce qu'il vaut pas mieux choisir comme jour de contre-valeur le jour de la promesse de vente, parce qu'en réalité, c'est à ce moment-là qu'il y a rencontre des volontés entre vendeur et acquéreur. Mais ça, c'est conventionnel, c'est au vendeur et à l'acquéreur de se mettre d'accord. En l'occurrence, ils avaient choisi de laisser en fait ce suspense. Il faut pas le passer sous silence. Il faut vraiment expliquer à la fois côté vendeur et acquéreur que les choses peuvent fluctuer et que par conséquent, il y aura un perdant et un gagnant, forcément.